destiné à tirer les conclusions positives, à dire froidement ce que nous avons à dire, sans viser des personnes en particulier ou des peuples en général. Les peuples du Sénégal et les peuples de France ne sont pas en cause. Ils sont tous les deux l'objet d'une seule et même mystification qui revêt selon les cas un aspect différent. Cette constatation que nous avions eu tendance à oublier nous permettra dans ce congrès, à la faveur de nouveaux développements, de situer les problèmes à leur niveau réel, abstraction faite de tout verbalisme ou de toute passion. Les uns et les autres, nous avons sous-estimé certains défauts humains, tels que l'ambition personnelle. Enfin, nous avons tous plus ou moins cru à l'impossible, c'est-à-dire à l'éveil du sentiment national africain chez certains leaders sénégalais. Nous avons sous-estimé leur degré d'abdication de la personnalité africaine. Nous en sommes ainsi arrivés à la situation actuelle. Par ailleurs, il est certain que la division de l'Afrique est conforme à l'orientation politique de ceux qui veulent continuer à la servir et qui mettront tout en œuvre pour y parvenir. Croire qu'ils peuvent se reconvertir est une dangereuse illusion. La division du Mali est leur œuvre. Sous la pression des événements, la ligne politique française s'est infléchie en surface, mais en profondeur, elle a gardé les mêmes intentions, maintenir sa domination en Afrique dans tous les domaines. La seule différence avec le passé consiste en ce qu'elle est obligée, actuellement, d'en confier l'application à des Africains. Il est douloureusement pénible de constater que certains dirigeants africains acceptent délibérément de se faire les auxiliaires de la division en Afrique. Ils essayent de nous attirer l'inimitié de tel ou tel pays en nous prêtant des sympathies pour telle ou telle idéologie. Ils font exprès de confondre un certain dirigisme économique avec le communisme et sa philosophie athée. Comment pourrions-nous être partisans, nous, en Afrique, d'une philosophie athée, alors que nous sommes croyants à une grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité? La réalité est tout autre. Nous sommes conséquents en étant partisans de la libération de tous les peuples colonisés. Nous sommes conséquents en recherchant l'application d'une politique économique planifiée, conçue en fonction de l'intérêt des populations africaines d'abord, et non en fonction des intérêts les plus souvent privés des ex-métropoles. Nous sommes au pouvoir parce que nous avons la confiance des populations et nous pensons, comme le pensent les plus grands économistes du monde, que le meilleur moyen d'élever leur niveau de vie consiste à contrôler, diriger, orienter tous les secteurs de l'économie. Pour nous, l'indépendance politique sans l'indépendance économique n'est pas une véritable indépendance. Mais les différentes façons de concevoir le développement de nos pays n'expliquent pas à elles seules l'échec d'abord d'un large regroupement, ensuite de la division du Mali. Toutes ces différences, qui ne sont souvent que des nuances, auraient pu se manifester au sein d'un vaste regroupement des États de l'Ouest africain. Si les recommandations de la conférence d'octobre 1958 avaient été suivies, si tous les États de l'Ouest africain avaient répondu à l'appel de notre secrétaire général Modibo Keïta en décembre 1958, la conférence fédérale de Bamako des 29 et 30 décembre 1958 aurait pu jeter les fondements d'un large regroupement. La cristallisation du nationalisme au niveau de chaque État était le gros écueil à éviter, et la conférence en dénonçait clairement les dangers. Déjà, en effet, au moment du référendum, il était net que chaque État, né à peine un an et demi plus tôt, avait tendance à se singulariser et que les partis devenaient un lien de plus en plus lâche entre les États. À ce moment-là, le durcissement des micronationalismes pouvait être évité, ainsi que la différenciation politique au niveau de chaque État. On sait l'essor qui fut réservé à la Fédération du Mali, qui groupait 4 États au départ, et on connaît les événements du 20 août 1960, on en connaît aussi les raisons. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus de se pencher inutilement sur le passé, de regretter ceci ou cela, de spéculer sur ce qui aurait pu arriver dans d'autres conditions. L'essentiel est d'étudier le passé pour en tirer des conclusions pratiques. Au point où en sont les événements, il nous faut prendre des décisions claires, non pas en les basant sur des raisonnements, mais en partant des faits. La réalité est nette.
compte tenu des événements qui viennent se dérouler, compte tenu des contacts qui se sont multipliés depuis quelque temps, parfois de façon imprévue, une conclusion s'impose. Les conditions d'une véritable unité africaine ne semblent pas réalisées. Cela ne nous empêche pas, pour autant, de rester fidèles à cette perspective qui deviendra tôt ou tard une grande réalité. À la suite des événements de Dakar, certains, soit en France, soit en Afrique, ont spéculé sur un éventuel affolement de notre part, sur une perte de sang-froid, sur une faute quelconque susceptible de justifier certaines actions ou certaines interventions. Ceux-là se sont trompés parce qu'ils nous connaissent très mal. Avec l'appui des populations, nous aurons dégagé la nouvelle orientation politique qui s'impose. Les conditions dans lesquelles s'insérait notre perspective d'unité africaine ayant changé, nous allons calmement en tirer les conclusions. En fonction de la nouvelle situation, nous allons adopter de nouvelles méthodes. Pour commencer, nous prouverons que notre désir d'unité africaine ne provenait nullement d'un complexe de pauvres. Nous passerons avec tous les États désireux de commercer avec nous des accords bilatéraux dans le respect mutuel des intérêts réciproques. Nous ne refuserons aucune collaboration économique, aucun accord commercial, douanier ou industriel, s'il est de nature à favoriser les intérêts de nos populations. En nous obligeant à rechercher ainsi tous les moyens de subvenir efficacement à nos besoins, ces événements auront le mérite d'élargir toutes nos relations dans tous les domaines. Le Congrès devra se pencher attentivement et avec réalisme sur ce problème vital. Le Congrès aura aussi le devoir de définir les relations de la République soudanaise avec le Mali et la communauté. La récente reconnaissance de la République sénégalaise avec la République française apparaît comme une dénonciation de la reconnaissance du Mali. Le délai de quelques jours qui s'est écoulé pour cette reconnaissance était destiné à s'informer dans le monde, à attendre d'éventuels développements de la situation, à prendre des gages ici et là, à faire avancer un pion ici ou là. Cela ne nous dérange guère. Mieux, cela nous permettra de clarifier les positions. Sur ce point, il vous appartient de tirer les conséquences qui s'imposent sans haine et sans rancœur. Après cela, nous devons insister sur la nécessité nouvelle et plus que jamais indispensable de la discipline du parti. Les adversaires de notre politique d'unité africaine, où qu'ils soient, ont réussi dans l'espace d'1 an et demi à ramener la fédération des 4 États à un seul État. Leur but essentiel a été atteint, mais il ne faut pas en conclure que leurs efforts s'arrêteront là. Ce serait mal connaître l'acharnement que mettent les forces de régression à essayer de terrasser un adversaire. De nombreux contacts vont nécessairement découler d'un élargissement de nos relations avec tous les États africains voisins, avec tous les pays du monde. Nous sommes d'accord avec ces contacts car ils sont et seront de plus en plus nécessaires. Par contre, nous ne devons jamais oublier que le but ultime de tous nos ennemis est de provoquer des dissensions au sein même de l'Union soudanaise, de l'affaiblir, de lui enlever le caractère de bloc monolithique que les événements les plus graves n'ont jamais entamé. Pour cela, on va essayer de grossir, d'amplifier les nuances qui existent au sein du parti. On va essayer d'opposer le parti et le gouvernement. On va essayer de flatter les uns et les autres selon les cas et les pays. On va essayer de provoquer des difficultés de l'intérieur. La période que nous vivons est la plus grave que le parti ait jamais vécue parce qu'il se trouve confronté avec lui-même. Parce qu'il doit faire plusieurs choix nécessaires et importants parce que par ailleurs, étant donné les circonstances, des sacrifices seront nécessaires à tous les niveaux. Une ère nouvelle va s'ouvrir pour notre pays, à la facilité relative qui a succédé à notre accession au pouvoir, à l'euphorie trompeuse d'une situation équivoque au sein de la communauté, parce que c'est la réalité de notre indépendance totale. C'est maintenant ou jamais que nous gagnerons la bataille de l'indépendance. Elle va exiger de nous un surcroît de travail, un surcroît de sacrifice, enfin et surtout une subordination complète aux décisions qui seront prises en commun. Camarades, ce n'est jamais dans la facilité que les peuples forcent le destin. Celui-ci nous a offert la chance de prouver que nous n'avons pas deux paroles. Le Mali continuera quoi qu'il arrive et nous prouverons que les Maliens du XXe siècle sont les dignes héritiers de tout ce qui surent dans le passé, exposer au monde leur culture, leur civilisation, leur sens, l'organisation. Si nous faisons comme par le passé, abstraction de toute vaine considération d'amour-propre, si nous savons identifier notre personnalité à celle du parti, si nous prenons comme par le passé des décisions collectives et si chacun, loyalement, défend farouchement les positions du parti, notre pays sortira vainqueur de l'épreuve qu'on lui impose. Les circonstances actuelles ne toléreront aucune défaillance
Aucune erreur, aucune hésitation. Toute prise de position officieuse mettant en cause des décisions du parti ou du gouvernement sera considérée comme une trahison et elle sera sévèrement réprimée. Toute prise de position officielle devra être étudiée sérieusement en mesurant notamment les conséquences qui en découlent sur le plan national et international. Toutes les suggestions seront accueillies comme d'habitude dans tous les débats de toutes les organisations du parti. Mais il ne sera plus toléré qu'après une décision collective, des récriminations ou des rancœurs se fassent jour. Nous sommes revenus à l'époque des difficultés et pour les vaincre, nous devons tous nous unir plus étroitement que jamais, comme nous l'avons fait aux heures difficiles de notre opposition au système colonial. Nous allons vivre les moments les plus difficiles de notre existence. Ils seront aussi les plus exaltants, car il s'agit là de la liberté et de la dignité de tout un peuple. Les innombrables messages de solidarité totale qui nous sont parvenus de tous les coins de la terre soudanaise, de nos frères résidant en dehors du pays, après les événements de Dakar, prouvent que les populations sont prêtes à tous les sacrifices et qu'elles sont unanimement dressées derrière leur parti et leur gouvernement. Fort de cet appui, sans réserve, fort de la certitude à notre victoire, armés de la ligne que nous allons ensemble dégager, nous allons démontrer à tous ceux qui nous observent que le peuple malien du Soudan saura forger son destin malgré toutes les difficultés. Vive l'Union soudanaise RDA, vive l'amitié de l'Afrique et du monde. Je vais donner la parole